Bonsoir à tous. Merci d'être présents, d'être venus nous écouter. Et pour introduire cette question complexe, est-ce que le fait de courir ou de marcher avec des chaussures qui sont fines, souples, sans drop, présente un intérêt biomécanique ou pas? Et est-ce que finalement, pour notre société, c'est intéressant ou pas d'utiliser ce type de matériel? Comme vous voyez, je suis pieds nus, car finalement, la chaussure, c'est qu'un élément qui vient plus ou moins altérer la biomécanique du pied. Et pour répondre à cette question, ou pour commencer à l'aborder, je vous propose cette petite slide. Vous verrez, il n'y a qu'une slide à chaque fois quand je viens vous proposer une réflexion autour de ça. Et on va croiser la jambe, d'accord? On va la croiser comme je suis en train de la croiser. Je te remercie. Alors, vous allez prendre votre main gauche, prendre votre talon, ok? Prendre votre main droite, prendre cette partie-là du pied, et vous allez faire ce mouvement-là, d'accord? Dans un sens et puis dans l'autre. Et vous allez remarquer que très facilement, sans beaucoup d'efforts, vous êtes capable de passer de quoi? D'une arche qui est complètement creuse à une arche qui est complètement plate, instantanément, sans beaucoup d'efforts. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de torsion au sein du pied, c'est un mécanisme qu'on a tendance à occulter. Et l'image qui est juste derrière vous, c'est le mécanisme de torsion en appui. Ça veut dire que, alors pour ceux qui sont au fond, ça va être un peu difficile de voir ça, mais si je pose mon pied au sol, que je décolle légèrement le talon et que j'amène mon genou vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour ceux qui sont au premier rang, ils vont voir une arche qui est complètement creuse et à l'inverse, une arche qui s'aplatit, et ce, instantanément. Lorsque je suis en train de faire ce mouvement-là, mouvement que vous avez tous au sein de votre pied, votre talon se déplace dans un espace de 7 cm. C'est-à-dire que le pied est tout sauf un bloc rigide. Et à la limite, il faut commencer à penser le pied talon décollé. C'est-à-dire que lorsque je fais le même mouvement, talon au sol, et que j'amène le genou à l'intérieur, à l'extérieur, il va se produire une torsion, mais non pas dans le pied, mais au sein de l'articulation du genou. Maintenant, si je décolle le talon du sol et que j'ai un gainage suffisant qui unifie le tibia au fémur, eh bien la torsion, elle va s'effectuer où? Elle va s'effectuer au sein du pied, au sein de l'interligne articulaire de torsion. Ça va me permettre quoi? De limiter les contraintes qui s'appliquent au sein de l'ensemble de l'articulation, du moins de l'ensemble des articulations qui composent la jambe. Ça veut dire que ça devient le moyen de développer de la marge de manœuvre. On va protéger notre organisme et diminuer les contraintes. Vous comprendrez bien qu'avec des chaussures rigides, je ne suis pas prêt de déplacer mon talon latéralement dans un espace de 7 cm. De ce fait-là, si je bloque cette interligne articulaire de torsion, chaque fois que je vais faire varier l'orientation de ma jambe en appui, cela va répercuter ces contraintes au niveau des articulations sous-jacentes. C'est-à-dire que ces contraintes, soit je les mets au sein du genou et générer un mécanisme de torsion, soit je vais la placer au niveau de l'articulation soutalienne, juste en dessous de la cheville, et désengager cette articulation-là. Donc, lorsqu'on réfléchit finalement sur l'intérêt de la chaussure souple, fine et sans drop, plutôt que d'employer le terme minimalisme, parlons plutôt de chaussures qui n'altèrent pas la biomécanique du pied. C'est-à-dire, plus vous libérez cette mécanique au sein du pied, plus vous vous octroyez de la marge de manœuvre, un espace dans lequel vous allez pouvoir naviguer et limiter les contraintes. Autre élément également, c'est qu'au sein de votre pied, il est composé d'une multitude d'articulations. Une petite minute. Oh là là, plus qu'une minute. Et là, tu m'as coupé. Là. Je t'ai coupé. Tu m'as complètement coupé. Mais c'est pas grave. Si vous prenez votre arche antérieure, qu'on va résumer à ce niveau-là, vous prenez la base des doigts, vous regardez cette partie de votre main, et vous voyez que vous pouvez la plier dans un sens, la creuser, la bomber. Eh bien, cette adaptation instantanée de votre arche antérieure, qui est
on va dire, un mécanisme similaire au niveau de votre pied, va vous permettre d'adapter la forme de votre pied à la forme du terrain. Ça veut dire que vous allez davantage gagner en congruence, en éléments de jonction, c'est-à-dire que la jonction va être beaucoup plus stable. Vous allez mieux répartir la répartition de la pression au sein de l'arche antérieure. Tout ce que je suis en train d'énoncer, c'est-à-dire chaque fois que vous allez courir ou marcher sur des sentiers et sur des terrains variés qui présentent des creux, des bosses, des dévers, et que vous produisez une prise d'appui avant-pied, c'est-à-dire libérant le talon du sol, votre pied va changer de forme instantanément, s'adapter, c'est-à-dire que votre avant-pied va devenir une interface qui neutralise, d'accord, en un élément de jonction entre le sol et le reste de votre jambe, arrière-pied inclus. Ce qui veut dire également, merci de me laisser encore quelques secondes, ce qui veut dire également qu'il faudrait peut-être penser le pied, non pas talon au sol, mais talon décollé. Donc oui, il me semble que la chaussure fine, souple et sans drop, qui n'altère pas la biomécanique du pied et qui permet, entre autres, ces mouvements intrinsèques du pied qui va nous permettre de renforcer la musculature, justement intrinsèque, la développer, du moins, on pourrait en parler des heures. Donc, vous pourrez retrouver, il y a un complément que vous pouvez télécharger qui s'appelle « Comprendre le pied pour mieux choisir ses chaussures ». Vous tapez ça sur Internet, vous tomberez sur un complément qui vous permettra d'approfondir les éléments que je suis en train d'énoncer. Et avant que Florent me retire le micro des mains, je vais donc laisser la parole à la défense. Alors, Fred, tu as usé déjà un carton jaune. Attention au deuxième. Merci. Allez, on essaie de bien respecter le timing. Cyril, oui, ton avis. Bonjour à tous. Alors, peut-être 2 ou 3 remarques par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être pour le compléter, pour amener d'autres arguments. Le premier argument, c'est qu'aujourd'hui, quand vous marchez, à peu près 99% des gens vont poser le talon. Quand on court, que l'on soit caucasien ou qu'on vienne d'une autre ethnie, à peu près 85% des gens vont poser le talon. La chaussure peut modifier légèrement ces pourcentages, mais pas énormément. Donc, est-ce que depuis un certain nombre de milliers d'années, on a été tellement mal fait qu'on s'est trompé de côté? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il y a plusieurs études en fait qui ont montré que si on pose l'avant-pied, on a tendance à rigidifier l'arrière-pied. Donc, poser avant-pied, ça fait un peu comme ces espèces de lames qui ont tendance à rigidifier, parce que si vous ne rigidifiez pas, vous ne pouvez pas rebondir. Et sur l'avant, notre corps est ainsi fait qu'on a besoin de rigidifier quand on pose un avant-pied. Le troisième, c'est en fait, j'avais une discussion avec un ami kiné il n'y a pas si longtemps que ça, et qui prenait à peu près le même argument que ce que tu dis, mais qui l'inversait. C'est-à-dire qu'il consistait à dire, finalement, si le genou est une poulie, ça veut dire qu'il doit venir s'organiser dans l'axe arrière-avant. Et puis, pour qu'il s'organise dans l'axe arrière-avant, on doit réduire les degrés de liberté pour venir typiquement poser talon, rouler sur le talon, et une fois qu'on a passé sous le centre de gravité, venir pousser. Et donc, justifier l'élément exactement inverse à ce que tu dis. Après, chacun peut y trouver à manger et puis à boire, mais toujours est-il qu'on peut tout à fait voir le schéma dans le sens inverse. Dire, par exemple, et c'est le dernier point, que le talon est un élément qui justement amène à ne donner pas du tout de degré de liberté, c'est vivre le talon comme un élément statique. Le talon, ça roule en fait, c'est quelque chose qui est fait pour prendre appui et rouler sur l'avant. Donc ça, c'est le 4e point. Voilà, pour continuer le débat. Je pense que j'ai mes 3 minutes. Hein. Non, c'est bon. Ok. Je suis bon. Donc Blaise, en 3 minutes, ton avis. Bon, alors, d'abord, juste vous préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt relatif à la chaussure. C'est important pour moi dans une conférence comme ça de vous le dire. Frédéric, je suis d'accord avec 90% de ce que tu as dit. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de plaisir si je focus sur le 90%, donc je vais focuser sur le 10%. Et on va tellement focuser là-dessus qu'on va complètement oublier que finalement, j'étais d'accord avec la majorité des choses que tu as dites. Voilà, non, mais un débat, c'est un débat quand même, donc voilà. Alors d'abord, tu as parlé un peu de chaussures. L'autre chose aussi qui n'est pas facile, c'est qu'en fait, c'est qu'on savait pas, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait proposer, et je me suis basé sur son titre. Donc je me suis dit, il va probablement mal définir la chaussure minimaliste, et il n'était pas si mauvais quand même. Donc juste un petit rappel.
il y a eu un consensus d'experts sur ce qu'est une chaussure minimaliste. Les 42 plus grands experts de la chaussure ont porté une définition qui était claire. Il te manquait 2 petits éléments. Donc, effectivement, l'épaisseur est une des choses principales. Le poids de la chaussure est inclus dans la formule. La flexibilité, tu l'as nommé, le drop et aussi l'ensemble des technologies de contrôle de la pronation. Et on a publié un article où on a même réussi à définir ce qu'on appelle l'index minimaliste, c'est-à-dire une échelle qu'on arrive maintenant à quantifier les chaussures de la plus minimaliste, 100%, à la plus maximaliste, 0%. Et pourquoi c'est important pour moi de vous parler de cet indice minimaliste? Parce qu'il faut sortir du vocabulaire minimaliste-maximaliste, parce qu'il y a des chaussures qui sont vendues sur le marché qui sont dites minimalistes, mais qui vont avoir des effets sur la biomécanique qui sont exactement pareils que les grosses chaussures. Il y a 5 critères, en fin de compte, sur lesquels on définit tout ça. On a publié un article assez récemment, justement, dans le Gait & Posture avec Jean-François Esculier. Le drop de la chaussure est le critère de la chaussure qui a le moins d'effet sur la cinématique. Donc, si vous choisissez des chaussures qui a 0 drop en pensant que vous allez bien courir, ça ne marche pas. Ce critère-là est celui qui a le moins d'influence. Si on les prend tous individuellement, ils ont moins d'influence que l'ensemble des critères ensemble qui s'appelle l'index minimaliste. Alors, chacun de ces critères a 20 points dans la note. On arrive à l'objectiver. On a fait une autre publication qui justifie, en fin de compte, cet outil que vous pouvez retrouver sur le site de la Clinique du coureur. Une belle petite étude aussi que je trouve bien intéressante de Squadron, où ils ont évalué 7 chaussures avec des indices minimalistes différents. Donc, vous pouvez voir le pied nu et le five finger est à 96 et 100%, bien évidemment, jusqu'à des chaussures traditionnelles qui sont chaussées par la majorité des gens en France, qui avaient des chaussures à 10%. Et ce qu'on constate, c'est que plus la chaussure est grosse, plus on attaque du talon, plus la cadence ralentit. Ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'on constate que ceux qui avaient des chaussures, en fin de compte, les individus qui portaient des chaussures avec des indices minimalistes de plus de 70%, avaient une probabilité de courir comme pieds nus qui était très élevée, tandis que ceux qui avaient des chaussures de 50% et moins, incluant donc, par exemple, la Kinvara qui est dite une chaussure minimaliste, vont courir comme s'ils sont en grosses chaussures. Bon, juste pour parler très brièvement, il me reste 30 secondes, de l'empilement articulaire. Alors, je ne sais pas s'il allait en parler, puis juste vous mentionner en fin de compte que la fameuse pronation du pied, le genou valgus, le drop du bassin, les faiblesses des fessiers, là je vais choquer tous les professionnels de la santé dans la salle, sont actuellement non causales aux pathologies de l'appareil locomoteur. La science, les études prospectives, les revues systématiques sur le sujet n'arrivent pas à nous montrer que ces facteurs biomécaniques, cinématiques, sont un facteur de risque pour les pathologies de l'appareil locomoteur. Et je sais, étant kiné, que ça me dérange énormément. Ça vient de m'enlever beaucoup de travail et ça m'emmerde. Mais c'est ce que la science nous montre. OK. Merci. Blaise. On termine par Solarbert. Ouais, moi je vais aider Frédéric. Moi je suis d'accord à peu près à 100% avec 100% de ce qu'il dit. Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. La chaussure est là pour servir le coureur, c'est pas l'inverse. On n'est pas là pour servir la chaussure. Quand on prend des chaussures maximalistes, on a tendance à servir la chaussure. Donc je pense qu'il faut partir de l'inverse, il faut partir d'un indice 0, enfin d'un indice 100, je crois que c'est 100 le maximum minimaliste. Et après on va construire, on va rajouter des couches suivant les besoins du coureur et la technique du coureur. Donc le 0, le minimaliste total peut convenir à certains, mais pas à tous. Pour d'autres, il va falloir un petit peu plus de renfort. Ça va dépendre aussi des surfaces sur lesquelles vous courez. Si vous courez sur des surfaces glissantes, vous avez besoin peut-être plus d'accroche, etc. Donc on va rajouter éventuellement des qualités à la chaussure avec le conseil dont on ne va pas dépasser, je crois que c'est 65% d'indice minimaliste. Plutôt passer en dessous de 65%, parce que pour garder une chaussure qui sera souple, une chaussure qui sera légère, et idéalement une chaussure qui sera large. Et ça, on ne trouve pas de chaussures larges, donc ça c'est vraiment très ennuyant en ce moment. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on ne trouve pas de chaussures pour courir. C'est de plus en plus difficile. Il y a très peu de marques qui suivent cette philosophie. La plupart des marques prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'elles imposent des technologies aux coureurs. Elles lui mettent des antitorsions, elles lui mettent de l'amorti, elles essaient de lui vendre de la technologie. C'est le contraire qu'il faut faire. Et troisième aspect que je dirais, et sur lequel j'insisterai, c'est l'aspect sociétal. Et c'est notamment sur les enfants et sur les adolescents. Et là, c'est grave. Parce qu'on demande aux adolescents... Je crois qu'il y a des futurs professeurs de sport parmi vous. Ma fille, quand elle est rentrée en 6e, ce qu'a demandé le professeur, il a dit elle va faire de l'athlétisme, je veux une chaussure avec beaucoup d'amorti, sinon elle ne viendra pas en cours. Voilà.
Donc là, on fusille toute une génération de coureurs. Les enfants, les adolescents, naturellement, vont courir en besoin de chaussures souples. Ils n'ont absolument pas besoin de renfort ou d'amorti, sous réserve peut-être de certaines pathologies particulières. Mais donc, là encore, il faut partir du minimalisme et éventuellement rajouter un peu, mais surtout pas l'inverse. Voilà, j'ai dit. Parfait, merci. Allez, on enchaîne sur la deuxième question. Pardon, bien sûr. Alors, on a 10 minutes maintenant. On va vous laisser un petit peu échanger par rapport à ce qui a été avancé par chacun. Alors, et puis on verra si on peut faire juste pour participer un peu le rebondir public. sur les aspects biomécaniques au niveau du pied. Alors, je ne suis pas pour l'indice minimaliste, loin de là. Justement, à mélanger l'ensemble des paramètres mécaniques et le réduire à un pourcentage, je trouve ça pas assez parlant pour les gens. C'est pour ça que j'ai sorti ce complément qui s'appelle « Comprendre le pied pour mieux choisir les chaussures ». C'est plus pour expliquer aux gens l'intérêt de chaque élément biomécanique au sein du pied. Et ça va me permettre de répondre à la question de Cyril également, ou plutôt l'argument de Cyril sur le principe de rigidification du pied. Il marche celui-là ou pas? Tu peux me le mettre? Oui, oui. Ok. Alors, un élément qui est intéressant, plutôt que de parler de souplesse de pied, il faut regarder où doit se situer la souplesse. Et notamment, un élément qui est important, c'est l'extension passive au niveau des orteils. C'est-à-dire, lorsque vous allez marcher sur place, je ne vais pas vous demander de nouveau de marcher sur place, mais quand vous allez décoller le pied, spontanément, vous allez avoir les orteils qui vont se redresser. En se redressant, ils vont tendre les fléchisseurs communs et propres des orteils, du moins le fléchisseur propre du premier orteil et le fléchisseur commun des autres orteils. En faisant ça, vous allez voir que votre voûte, longitudinalement, va se réduire. Et là, on a tout simplement le pied qui se rigidifie longitudinalement. Mais il se rigidifie longitudinalement, mais pas dans le mécanisme de torsion. C'est-à-dire que vous pourrez toujours faire évoluer le degré de torsion au sein de votre pied. Ce qui fait que lorsque vous allez poser votre avant-pied sur un dévers, il va être rigide longitudinalement, mais souple dans son degré de torsion. C'est-à-dire que ça va réellement jouer un système d'interface. Comme vous pourrez le voir, si vous allez sur YouTube, j'ai mis en ligne une vidéo de pattes de chat. Et lorsque je la présente lors des formations, les gens sont souvent surpris et se demandent qu'est-ce que vient faire la patte de chat. Eh bien, cette patte de chat, si vous la prenez, que ce soit au niveau des membres antérieurs ou des membres postérieurs, vous verrez qu'il y a un mécanisme de torsion qui existe au sein de leurs pattes et qui permet justement de jouer ce système d'interface neutralisatrice. Se dire que tous les mammifères possèdent ce mécanisme de torsion au sein de leurs pieds, même les sabots fendus, tels que les bouquetins, vous verrez qu'il y a cette mobilité au sein de leurs pattes et qui va leur permettre justement de s'adapter par rapport au sol. Donc, l'intérêt, me semble-t-il, est plus d'amener des connaissances et des compétences aux gens, et notamment pourquoi on doit retrouver, ou il est intéressant de trouver justement cette extension au niveau des orteils. Prenez des chaussures classiques de running qui ont justement un rocker à l'avant et qui vont déplacer et non plus faire pivoter le pied autour de l'arche antérieure, ça va limiter cette mécanique-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la souplesse au niveau de l'arche antérieure, puisque, comme je vous l'ai expliqué, ça va vous permettre de faire évoluer la forme du pied instantanément. Oui, je sais, c'est un débat. Fred, c'est un débat. On va essayer de... Vous avez des avis, messieurs? Allez-y, hein, vous pouvez... ça va justement compléter les avis derrière. Et après, latéralement... Mais il faut qu'ils aient le temps, Fred, au niveau de la torsion, c'est expliquer en quoi il est intéressant qu'il y ait ce déplacement latéral au niveau du talon, ou cette torsion longitudinale. Et comme le faisait remarquer CL, se dire qu'il faut commencer à réfléchir par rapport à nos enfants, et quel pied et quelle dynamique on a envie qu'ils aient au quotidien et dans leur futur. Ok, messieurs. Alors, à mon avis, sur le fonctionnement du pied, on est bien d'accord à partir du moment où il y a X, O et puis un ensemble de ligaments, un ensemble de muscles, il y a un schéma adaptable qui doit se mettre en place. Maintenant, il faut bien différencier le mouvement du pied quand on vient en récessif
et quand on vient pousser, en fait, qui sont 2 temps très particuliers de la foulée. Donc en récessif, si je viens sur l'avant du pied pour pouvoir résister d'une manière ou d'une autre, je rigidifie. Et quand je suis dans la poussée, là, je peux venir m'adapter, puisque le schéma de poussée va permettre cet ensemble de mécanismes que tu es en train d'évoquer. Peut-être le deuxième point par rapport à l'aspect, alors je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, ou alors si on passe sur l'aspect sociétal aussi. Je pense qu'il est difficile de dire aujourd'hui, en fait, l'ensemble de nos débats, et très souvent quand il y a des débats dans d'autres domaines, on a exactement la même chose, on vient se poser la question de la protection et puis de l'adaptation. Et on vient d'un monde qui nous protégeait beaucoup et on va vers un monde, mais ce n'est pas vrai que dans la course à pied, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai partout, on demande aux gens de s'adapter. Et il faut juste savoir que ce nouveau, c'est un curseur entre des opposés. Un excès de protection, on est bien d'accord qu'on ne met plus en place nos mécanismes de sollicitation et d'adaptation. Un excès d'adaptation vous fait mourir de la même manière. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un curseur qu'on doit déplacer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'éléments prospectifs qui sont suffisants pour pouvoir dire qu'avec le minimalisme, vous allez avoir les pieds qui vont aller mieux qu'avec des chaussures beaucoup plus maximalistes. Donc on peut prendre un argument spécieux en se disant, finalement, on ne doit pas trop se protéger, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui explosent de vouloir trop s'adapter. Qu'est-ce que tu entends par adapter ? C'est-à-dire solliciter au point où la structure doit elle-même répondre pour pouvoir faire en sorte de répondre au problème qui lui est posé, en fait. Et il y a un certain nombre de pieds qui ont difficulté à s'adapter à des terrains, typiquement, par exemple, parce qu'il y a des pieds rigides qui sont faits beaucoup plus pour aller sur les routes qu'on a inventées plutôt que sur des sols qui sont incertains. Donc, mais c'est vrai pour l'entraînement, je répète, c'est vrai pour la personne dans l'entreprise, qu'à un moment donné, on a des limites, on est une espèce vivante, c'est-à-dire qu'on est en même temps une identité, puis une capacité de changer, mais cette capacité de changer, elle a une limite, en fait, sur l'ensemble des éléments, que ce soit le pied, que ce soit le reste du corps. Juste pour préciser, je suis pas mal d'accord avec toi, Cyril. La seule chose, c'est que je pense qu'on sous-évalue continuellement l'adaptation potentielle de notre corps, et les professionnels de la santé et l'ensemble d'à peu près tout le monde. On vit dans un monde de protection, ce qui nous a affaiblis, fragilisés à travers les années. Alors, tu parlais tout à l'heure, par exemple, du non-avantage du minimalisme, ou du moins qu'il n'y a pas d'études prospectives suffisantes qui le justifient. J'ai envie de relancer en disant que le fardeau de la preuve, il est beaucoup plus sur ceux qui veulent nous vendre de la technologie et faire en sorte que on doit avoir une chaussure qui a 12 mm de drop, qui est rigide longitudinalement, qui etc., etc. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que la problématique qu'on a actuellement, c'est que les gens se sont tellement désadaptés au stress mécanique que si tu leur mets une chaussure dans les pieds qui est minimaliste, on va les blesser aux pieds si la transition est faite pas assez graduellement. Peut-être. Oui, dis-moi à ce niveau-là. Après, je laisse la parole à CL. Peut-être d'abord Solar. Vas-y, Solarberg. Ouais, non, juste un point sur lequel on n'a pas insisté, mais qui me semble très très important, c'est la qualité sensorielle du pied. Le pied est un organe, une partie du corps extrêmement sensible, comme vous le savez tous, avec la main. Donc le pied vous renvoie un énorme flux d'informations à chaque foulée. Quand vous avez une chaussure qui est trop protectrice, vous allez éteindre un peu ce flux de données, et donc vous avez tout intérêt à la réactiver avec une chaussure qui est moins protectrice, parce que vous aurez de bien meilleures sensations au niveau du pied. Et ça semble-t-il aussi des conséquences sur des blessures. Il y a des études qui ont été faites, je parle sous le contrôle de mes pairs, de Blaise, une étude sur les danseurs et une étude aussi sur les personnes âgées. Et on a montré que quand ils portent des semelles qui ont des picots, c'est-à-dire donc le fait que la personne, quand elle se déplace, elle sent mieux le sol, résout beaucoup de problèmes d'équilibre. Et chez les danseurs, notamment, ça a également guéri un certain nombre de blessures. Enfin, le taux de blessure a été plus faible. Donc là aussi, c'est un aspect très important de la chaussure qui est totalement ignoré par les fabricants. Donc à la limite, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles chaussures conseilles-tu aux enfants ? Alors peut-être que je vais répondre en 2 temps, déjà par rapport à ce que tu viens de dire, et puis après je vais essayer de te répondre. Le corps, c'est comme s'il avait des attracteurs. Il y a quelque chose en fait qui fait en sorte qu'il y a des endroits où il aime être, des endroits où il n'aime pas être. Et ça veut dire que si tu lui mets des chaussures, ça a été montré de multiples reprises, si tu mets des chaussures molles, il se raidit. Si tu mets des chaussures qui sont raides, il se ramollit. Pourquoi ? Pour retrouver ce qui correspond à une fréquence d'oscillation habituelle du muscle, à ce qu'on appelle le coupling time qui lui est habituel. Donc en fait, il veut rester à l'endroit où il est. Ça
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher à le modifier, mais toujours est-il qu'il a une espèce de résistance en fait au changement. Donc tout ce que l'on évoque sur l'interface, c'est atténué naturellement par le corps. Maintenant, le deuxième effet, c'est qu'est-ce que tu conseilles aux enfants? En fait, si on regarde un enfant, comment il se comporte, lui-même, il va tout essayer. C'est-à-dire que l'enfance et puis l'adolescence, il a déjà des schémas qui apparaissent tout de suite, mais à l'enfance et à l'adolescence, on voit un gamin qui essaie tout. À un moment donné, a envie de mettre des grosses chaussures, à un moment donné, il les enlève, à un moment donné, il fait de la flexion, à un autre moment, vous l'avez déjà certainement vu, les gamins qui commencent à monter sur les pieds. Donc en fait, ils ont des temps, ils ont des étapes dans lesquelles ils viennent tout essayer. Et donc avec les chaussures, pourquoi pas faire exactement de la même manière? Mais je pense que vouloir absolument, parce que par rapport à ce que tu disais, pour terminer là-dessus, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, enfin moi je vois beaucoup de gens qui explosent par demande d'adaptation. C'est pas vrai que dans la course à pied, c'est vrai aussi dans l'industrie, c'est vrai partout, c'est vrai au travail. On demande de plus en plus aux gens de s'adapter. Donc ce que tu dis est vrai pour moi du monde qui est déjà passé. On est rentré dans un monde qui met les gens en contrainte en leur demandant de s'adapter à l'ensemble de ce qui est en train d'arriver. On n'est plus dans un monde protecteur, c'était le monde d'avant. Alors, la chaussure enfant, je pense qu'on va déborder un petit peu par rapport à ça, parce que je pense que c'est une question qui intéresse quand même beaucoup de monde. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de Solarberg et de Blaise sur j'aimerais la chaussure enfant. Vraiment l'avis de Cyril, parce qu'il ne nous a pas dit finalement aux enfants qu'est-ce qu'il va conseiller. Se dire, il a un jeune enfant, tes enfants, tu leur as fait porter quelles chaussures? Toutes. Parce que j'habite dans la montagne, et puis si je vais dans la montagne à 2500 mètres d'altitude, et puis que je leur mets, moi spontanément j'aurais tendance à la mettre. J'aime sentir les sensations au sol, donc je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Mais je peux te dire que ma femme c'est une montagnarde, qu'on n'amène pas le gamin dans la montagne avec des petites chaussures. Donc alors, il a des petites chaussures. Quelles sont tes peurs? Attends, il a des petites chaussures, il a également des grosses chaussures. Et je vois bien que lui, il vient prendre en fonction de ce qui est sa sensation, de la même manière qu'il vient utiliser plutôt des types de gestes et plutôt d'autres types de gestes. Dernière chose peut-être sur ce point par rapport à ce que tu disais, il ne faut pas avoir regardé les gamins pour ne pas se rendre compte qu'il y a des gamins qui passent en talons. Il y a plus d'avant-pieds chez les gamins que chez les vieillards, mais il y a beaucoup de gamins qui passent en talons. Il faut les regarder au quotidien, il y en a plein, le mien en premier en fait passe en talons, et pas parce que je lui ai imposé les chaussures de montagnard, hein. Ok, je rythme un peu. Solarberg, en plus, tu as fait des vidéos justement sur la chaussure et l'enfant. Ton avis? Oui, j'ai des vidéos sur YouTube, mais je pense que peut-être que Blaise reviendra sur le sujet à la fin. Parce que c'est un peu le thème de la fin de Blaise. En effet, mais c'est difficile de généraliser, mais on a en effet des cas, on voit sur des cas précis, des enfants, on les fait courir avec des chaussures minimalistes, ils arrivent plat du pied, enfin vraiment pas sur le talon. Et puis quand on leur met des chaussures en effet avec de l'amorti, ils arrivent ça change leur biomécanique et c'est un effet, et ils ont tendance à adopter une foulée. Moi que je qualifie de coureur-marcheur, c'est-à-dire qu'on va retrouver une biomécanique qui est plus proche de la marche que celle de la course, et donc ils vont arriver beaucoup plus talons. Et l'effet est immédiat. Vous prenez votre enfant, vous mettez autour du stade, vous changez les chaussures, et c'est comme le dit Cyril, l'enfant il s'adapte immédiatement. Ok, Blaise. Alors, je ne vois aucune raison. Rapide, Blaise. Hein? Rapide, non, mais j'ai deux phrases. Il n'y a aucun argument pour recommander à un enfant en développement, qui soit en bas âge ou à l'adolescence, d'avoir des chaussures maximalistes. Absolument aucune. Il n'y a absolument rien dans notre évolution d'abord, mais après ça, dans la justification scientifique et clinique, qui fait en sorte que c'est normal qu'un enfant ait un drop de 12 puis qu'il ait une chaussure rigide qui l'empêche de mobiliser son pied au maximum. Aucun argument là-dessus d'un point de vue scientifique et clinique. Après, je ne suis pas totalement en désaccord avec Cyril dans le sens où, moi, mes filles, ils ont des bottes mode qu'ils appellent. Donc, c'est des belles bottes que grand-maman a achetées pour sortir le soir quand ils veulent être belles. Et en fin de compte, ils ont des petits talons et ainsi de suite. Et ils vont aussi un peu s'adapter à ces chaussures-là, bien évidemment, dans notre monde moderne. Mais faire la recommandation d'avoir des chaussures qui sont plus soutenantes, qui sont plus supportantes, qui sont rigides, qui sont plus lourdes, qui ont un plus grand drop, qui sont plus épaisses et qui sont plus absorbantes, il n'y a aucune raison ou justification scientifique ou clinique de faire ça. Ok, merci.